Et donc, je pense que ce rapport-là sera un monument par rapport justement à ce qu'il se passe aujourd'hui en Chine, avec la Chine et dans les relations internationales concernant la Chine. C'est-à-dire, tous les domaines sont étudiés de manière extrêmement précise, avec des données, avec des liens, avec, je dirais, des descriptions. Et c'est pour ça que je pense que chaque personne qui s'intéresse à cette problématique, en fonction de son propre domaine de compétences, peut y trouver justement à la fois des informations, mais surtout des préconisations. C'est vrai que ce rapport-là est d'une extrême qualité. Ça, c'est certain. Mais si un pays aussi important que la Chine ne joue pas le jeu, c'est un risque pour toute l'humanité. Bonjour Françoise Ostalier. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'avoir invitée. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Je suis Françoise Ostalier, ancienne députée française, ancienne ministre, et défenseur des droits de l'homme et surtout des droits des femmes. Ok, donc vous êtes ancien député et aussi secrétaire d'État chargé de l'enseignement scolaire. L'enseignement scolaire. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rapport de l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et donc le thème, c'est les opérations d'influence chinoise. Donc c'est un rapport très complet de 646 pages. Alors, quelle est votre première impression? Et donc, je pense que ce rapport-là sera un monument par rapport justement à ce qu'il se passe aujourd'hui en Chine, avec la Chine et dans les relations internationales concernant la Chine. En fait, ce rapport, le thème, c'est les opérations d'influence chinoise. C'est vraiment la première fois il y a un rapport si complet, si profond qui parle des influences chinoises. Je le pense, oui. Et ce rapport, je dis, bon, je l'ai pas lu de manière exhaustive. C'était un petit peu trop, mais apparemment, il approfondit vraiment tous les domaines possibles, que ce soit dans le domaine de la santé, et pour cause, en ce moment, depuis 1 an et demi maintenant, on est quand même plongé dans des problématiques de santé mondiale à cause de la Chine, à cause de ses mensonges notamment. Que ce soit donc dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine militaire, enfin, je veux dire, tous les domaines sont étudiés de manière extrêmement précise, avec des données, avec des liens, avec, je dirais, des descriptions. Et c'est pour ça que je pense que chaque personne qui s'intéresse à ces problématiques, en fonction de son propre domaine de compétences, peut y trouver justement à la fois des informations, mais surtout des préconisations. C'est ça qui est important. D'accord. En fait, moi, ma première réaction quand j'ai lu le rapport, vraiment, c'est le service de renseignement français connaît vraiment bien le Parti communiste chinois. Oui, oui, et depuis longtemps. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, la France et d'autres services, je veux dire, s'intéressent beaucoup à ce qui se passe au niveau de la Chine, et surtout actuellement, puisque la Chine, il y avait un célèbre homme politique français qui avait écrit un livre, Quand la Chine s'éveillera. Mais la Chine donc s'est éveillée depuis un petit moment, et avec le nouveau président du Parti communiste chinois, eh bien là, elle a passé la grande vitesse. Je veux dire, dans un certain nombre de provocations, dans beaucoup de domaines. Et il est temps qu'effectivement, cette fois-ci, ce soit nous qui nous réveillons par rapport à ce qu'est en train de faire la Chine, non seulement dans notre économie, mais également dans les rapports internationaux. C'est vrai que ce rapport-là est d'une extrême qualité. Ça, c'est certain. Ce rapport parle beaucoup de sujets très sensibles. Par exemple, il utilise le thème 5 poisons. Les 5 poisons, il s'agit de Ouïghours, Tibétains, Falun Gong, militants pro-démocratie, indépendantistes taïwanais. Et ces 5 sujets sont des sujets censurés en Chine. Et surtout pour le sujet de Falun Gong, c'est pour la première fois qu'il est soulevé dans un rapport officiel. Oui, sans doute. Là, vous avez raison. Bon, indépendamment de ces sujets-là, qui sont effectivement extrêmement sensibles par rapport au gouvernement chinois,
Mais le rapport ose mettre sur le, noir sur blanc, si je puis dire, un certain nombre de problématiques qui vont évidemment pas plaire aux Chinois, enfin au gouvernement chinois. Je ne parle pas du peuple chinois. D'ailleurs, le rapport, vous avez bien fait attention, distingue bien le peuple chinois, la culture chinoise, du comportement des dirigeants chinois. Donc, il n'y a pas du tout d'amalgame par rapport à ça. Je crois qu'il faut le dire, il faut bien le dire. Mais oui, mais ce rapport est fait pour énoncer un certain nombre de faits, que ça plaise ou non, même si ça ne plaît pas non plus, par exemple, à la diplomatie française ou à la diplomatie européenne. Il y a des préconisations également dans ce domaine-là, en mettant en garde un certain nombre de règles diplomatiques qu'il faudrait peut-être réviser par rapport aux dangers, notamment économiques, qu'il peut y avoir. Et donc, évidemment, la problématique des droits de l'homme est abordée avec, comme vous venez de le dire, la question tibétaine, la question des Ouïghours et la question des crimes commis vis-à-vis des adeptes du Falun Gong. Mm-hmm. Et ce rapport a dévoilé un réseau d'influence mondiale, influence chinoise. Et aussi, il a aussi donné des exemples comment le PCC recrute des hommes politiques étrangers pour créer un fonds uni pour défendre l'intérêt du Parti communiste chinois. Oui, mais ça justement, c'est connu depuis longtemps. Les instituts Confucius, il y avait eu une mise en garde, je crois que c'était il y a 2 ans, au niveau de l'armée française, des armées françaises, donc pour mettre en garde par rapport à des infiltrations sous couvert de stagiaires chinoises notamment, qui viendraient et qui pourraient même séduire. Enfin là, on était entré dans des romans d'espionnage, mais ça s'est avéré, qui pouvaient séduire, qui pouvaient, des personnes proches de secret défense. Et donc, il y avait eu une note officielle de la part du ministère de la Défense pour dire attention, à qui vous recrutez comme étudiant stagiaire ou comme stagiaire tout court dans des endroits sensibles. Bon, dans les universités françaises, on le sait depuis longtemps. Dans les instituts de recherche, on le sait depuis longtemps. Bon, donc tant mieux si là maintenant c'est bien mis noir sur blanc, mais c'est pas une révélation. Et beaucoup de structures françaises étaient déjà en alerte, notamment les grandes entreprises étaient déjà en alerte par rapport aux infiltrations et aux espionnages, on peut dire, donc chinoises. Mais la problématique aussi, c'est le risque j'oserais presque dire de dégradation, mais enfin disons d'interférence par rapport à des structures chinoises dans des structures françaises ou de recherche, et qui risqueraient de nuire à la qualité de nos travaux, volontairement, je veux dire, par rapport à des malveillances chinoises. Donc ça, je pense que c'est très important aussi de l'avoir en mémoire et de l'avoir à l'esprit. Par rapport dans le milieu politique, comme vous étiez aussi ancien député, vous êtes dans le milieu politique français. Donc, par rapport à l'influence du PCC, je vais vous citer quelques exemples qui est cité. En Estonie, le PCC l'emploie 3 anciens ministres pour faire du lobbying de Huawei pour gagner le marché 5G. Et aussi en Irlande, l'ancien ministre irlandais est lobbyiste de Huawei, payé entre 100 000 ou 200 000 euros entre 2018 et 2019. Est-ce qu'en France, il y a ce type d'opération? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne le pense pas à ce niveau-là. Bon, alors, on peut se tromper, mais je veux dire, il y a tellement de contrôle en France, notamment par rapport au monde politique, que je ne pense pas que des hommes ou des femmes politiques françaises se risqueraient à ce genre de choses. Mais par contre, qu'il y ait des approches, oui, sans aucun doute, à travers des actions d'amitié, à travers des invitations, à travers tout un. Bon, on parlait
de l'Institut Confucius, etc. Vous voyez, bon, invitations à des cocktails, à des voyages, à des choses comme ça. Bon, je dirais des approches, entre guillemets, amicales, mais qui créent des liens et qui, petit à petit, peuvent influencer et, comment dire, modifier un petit peu l'approche que des femmes ou des hommes politiques français peuvent avoir par rapport aux dirigeants chinois. Dans le genre, quand on vient, par exemple, au niveau des problématiques de droits de l'homme, quand on vient, je veux dire par exemple moi, quand on vient approcher d'anciens collègues en leur disant mais regarde un peu ce qui se passe au niveau du Tibet. Moi, j'avais été très impliquée par rapport à la défense des Tibétains à une époque, ou bien par rapport au Falun Gong, ou par rapport aux droits de l'homme, les Ouïghours, etc. On vient vous dire oh mais non les Chinois, non. Évidemment, bon, peut-être il y a des choses, mais faut pas exagérer. C'est pas forcément vrai. Faut pas lire tout ce qui est dans les journaux, etc. Vous voyez, bon, parce que ils sont un peu sous influence. Je dirais pas forcément de manière aussi formelle que celle que vous avez citée, hein, mais malgré tout, il y a quelque chose. Hein, donc bon, il faut un rapprochement avec la Chine. La Chine est incontournable. Et puis les droits de l'homme en Chine. Bah oui, mais c'est pas pareil que chez nous, etc. Vous voyez, bon, on entend ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est de l'influence, je dirais, diplomatique chinoise, mais qui faut quand même, enfin, dont il faut faire attention quand même. C'est pas innocent. C'est tout. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la diplomatie. Donc, j'ai remarqué aussi dans le rapport que la Chine occupe le poste de haute responsabilité à l'ONU. Oh. Ouais. Alors justement, ça fait partie du fonctionnement actuel et depuis l'arrivée de M. Xi Jinping, donc de l'offensive tous azimuts de la Chine, notamment à travers les instances internationales. Et effectivement, bon, il n'y a pas que la Chine qui se comporte comme ça, parce que quand on voit des pays qui procèdent à la peine de mort, enfin, je peux en citer ici, mais bon, il y en a quand même pas mal qui arrivent à des postes importants, qui arrivent à infiltrer des instituts importants de l'ONU qui justement défendent les droits de l'homme, qui défendent les droits des femmes, alors que ces droits ne sont absolument pas respectés dans ces pays-là, quelque part, on peut se poser des questions. Et la Chine, on l'a vu, donc a investi l'OMS en même temps où il y avait la vague de Covid. Je pense que ce n'est pas un hasard. Et que personne parmi les pays occidentaux n'a été capable de réagir par rapport à cela. Il n'y a pas eu de dénonciation, à ma connaissance, de l'empêchement que la Chine a mise à ce qu'il puisse y avoir la vérité au niveau mondial sur cette épidémie de Covid, par exemple. Bon, et je pense qu'on pourrait multiplier ainsi donc les exemples. Donc, je suis d'accord, il faut faire très attention, parce qu'il y a un entrisme très important de la Chine dans toutes les structures internationales. Bon, la Chine est un grand pays, c'est une évidence. Elle est incontournable au point de vue économique, encore qu'il faudrait en reparler. Mais nous devons être vigilants par rapport au risque de blocage d'un certain nombre d'institutions qui ont un rôle à jouer au niveau de la planète. Donc, j'aimerais vous citer les 4 directions qui sont contrôlées par la Chine dans l'ONU pour fixer les normes internationales. Donc, c'est dans le développement industriel, les télécommunications, l'aviation civile internationale, l'alimentation et l'agriculture. Donc, c'est terrifiant. Ça touche l'essentiel du développement économique de la planète. C'est assez clair. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y a nécessité quand même. Je veux dire, je répète, c'est logique que la Chine participe à ces institutions, mais qu'elle en prenne la direction et qu'elle puisse réorienter un certain nombre de recherches, un certain nombre de moyens. Non, je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Et quelle est l'ambition de la Chine? Diriger la planète? Non.
Bon, déjà, quand on voit ce que fait la Chine en Afrique, moi, j'arrête pas de dénoncer ce que fait la Chine en Afrique. D'une part, la corruption grande. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'États africains, beaucoup de chefs d'État africains qui ne sont pas très regardants par rapport aux problématiques de corruption. Mais je veux dire, la Chine joue cette carte-là, mais de manière éhontée. Donc, elle achète des terres, elle corrompt les États, enfin bref, de manière à pouvoir s'implanter et de manière à avoir des réserves potentielles de terres rares, de métaux, etc. Bon, et tout le monde laisse faire. Moi, je comprends pas pourquoi la communauté internationale n'est pas davantage regardante et n'essaie pas de protéger mieux qu'elle ne le fait les territoires et les États africains. Bon, dans le domaine économique, là en ce moment, la Chine est en surchauffe, puisque la consommation repart de manière mondiale, etc. Et on voit bien que là, elle s'exonère totalement de toutes les conventions qu'elle a signées en matière de protection de l'environnement, puisque la Chine relance les centrales thermiques à charbon, elle relance la production des mines de charbon, et donc tous les engagements qu'elle avait pris volent en éclats. Mais personne ne dit rien, je trouve ça normal. Donc je crois que par rapport à cela, il y a quand même une réaction, là, il y a quand même une réflexion, j'espère qu'il y aura une réflexion de plusieurs pays européens par rapport au développement économique de la Chine et par rapport à notre impuissance vis-à-vis d'une indépendance en termes de production. Et vous avez vu, à la suite du Covid notamment, pas mal d'entreprises françaises, par exemple, en matière de jouets, en matière de fabrication d'ordinateurs, enfin, etc., essaient de rapatrier en France un certain nombre de productions qui avaient été installées sur le territoire chinois. Donc je pense que là, c'est une réaction saine. Alors à la fois, pour que nous ne risquions pas sur des produits de première nécessité d'être à nouveau, comme ça l'a été, en manque, mais également pour essayer de relancer notre propre production et puis de couper un petit peu l'expansion chinoise. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Afrique, mais j'ai constaté que beaucoup d'Africains pensent que la Chine, elle est sauveur et ils ont une haine vis-à-vis des Occidentaux. Une haine, je ne sais pas, c'est peut-être fort, hein, mais pour l'instant, je veux dire, et c'est logique, les Africains, surtout beaucoup de pays, sont en grande difficulté. Les Africains prennent ce qu'on leur donne. Hein. Bon, et il y a une concurrence en ce moment en Afrique entre la Chine et la Russie. Hein. Les Russes aussi font une grosse offensive vis-à-vis de l'Afrique. Bon, beaucoup de pays européens ont quelque part un certain complexe vis-à-vis de l'Afrique, parce que la plupart des pays européens avaient été des colonisateurs de l'Afrique. Il y a un petit peu ce passé ambigu, et donc les Africains prennent ce qu'on leur donne, et la Chine est très généreuse, très généreuse par rapport aux dirigeants africains, pas par rapport au peuple africain, hein, mais par rapport aux dirigeants. Donc c'est tout. Je crois que non, ils sont opportunistes. Tant que la Chine leur donnera, ils prendront. Ok. Peut-être un jour, ils vont aussi se réveiller par rapport à leurs résultats. Ça, oui, je pense. Mais moi, j'avais vu justement des exemples comme celui-là. C'était dans les années 2007, vers 2007, en Algérie, où j'avais visité à un moment donné une ville en Algérie, et il y avait des grandes constructions, mais alors vraiment des quartiers entiers d'immeubles qui étaient en train d'être construits. Et donc j'avais dit aux dirigeants algériens qui m'accompagnaient, j'ai dit, franchement, waouh, il y a énormément de travail là au niveau du bâtiment, etc. Et l'une des personnes m'a dit, mais ne croyez pas, il y a rien du tout pour les Algériens. Ce sont les Chinois qui sont en train de construire tout ça. Et les Chinois, eh bien, ils viennent avec leur propre main-d'œuvre. Et quelqu'un avait même dit, ça ressemble presque à
à des camps de prisonniers ou des camps de concentration. Hein. Ils avaient construit donc un camp de base où ils amenaient les travailleurs chinois en camion dans ce camp. Les travailleurs sortaient le matin, travaillaient, rentraient le soir, et il n'y avait aucune consommation de quelque sorte que ce soit vis-à-vis des Algériens. Donc les Algériens n'avaient aucun intérêt économique par rapport à cette construction. Et donc j'avais dit aux dirigeants algériens qui m'accompagnaient, je lui ai dit mais pourquoi parce que là m'a dit c'est quand même dommage que les Français ne viennent pas construire en Algérie. Mais j'ai dit mais attendez, c'est vous qui faites les appels d'offres. Comme ce sont des appels d'offres internationaux, parce que c'était quand même des travaux conséquents, évidemment, si vous travaillez avec les moins-disants, ce sera toujours la Chine qui remplira les marchés, puisque de toute façon, la plupart des travailleurs qui assurent ce chantier, à mon avis, ne sont pas très libres. Hein, donc je pense qu'il pouvait y avoir des prisonniers, ou en tout cas des gens qui n'étaient pas très bien payés pour faire ce travail. Et je leur avais dit, mais si vous voulez si vous ne voulez pas que ce soit les Chinois qui remportent les marchés, modifiez vos appels d'offres pour créer des clauses de formation professionnelle pour les Algériens, etc. Mais ne restez pas dans les moins-disants. Bon, et c'est ce que font les Chinois. Ils prennent tous les marchés, parfois dans des qualités qui sont à revoir, hein, mais en tout cas avec une main-d'œuvre qui, de toute façon, est tellement mal payée que personne ne peut rivaliser. Les pays ne sont pas vraiment les bénéficiaires. Absolument. Et alors, s'il y a des malfaçons, je ne vous dis pas. Hein. Donc, de toute façon. Mais ils s'en rendront compte qu'à long terme. On a beau essayer de prévenir les problématiques, c'est leur problème. Hein. Ouais. C'est bien ça, ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une impuissance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'influence chinoise. Dans le rapport, il y a un cas typique suédois. Donc, c'est un moment typique de moment machiavélien. Et vous avez vu le cas de Suédois? Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Vous avez vu ou pas? Non, je n'ai pas regardé. D'accord. En gros, la Chine a fait une opération d'acquisition de masse en Suède. En 2017, 51 acquisitions et en 2018, 114 acquisitions. Et surtout les acquisitions sur les technologies duales et militaires. En plus de ça, l'ambassadeur chinois en Suède multiplie des attaques et des menaces contre le gouvernement suédois et les médias suédois. Et depuis, les relations entre les deux pays se dégradent. Et après, la Suède a pris, c'est-à-dire la Suède a résisté à cette pression et a changé totalement sa stratégie Chine. La Chine n'est plus considérée comme une opportunité économique, mais plutôt une menace de sécurité nationale. Et dans le rapport, il a dit le cas suédois est le signal d'un tournant mondial. Et est-ce que vous pensez la même chose? En tout cas, il y a un tournant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a actuellement un tournant européen par rapport à la Chine, effectivement. En France aussi, hein, il y a eu des offensives donc de la part de la Chine, notamment sur des aéroports, sur des ports, dans le cadre de la route de la soie, la fameuse route de la soie, hein, donc pour implanter un certain nombre de balises de la Chine en Europe et en France. Ça a interpellé quand même pas mal de responsables politiques. En plus, les problématiques que nous avons citées tout à l'heure vis-à-vis du Covid, enfin bref, un certain nombre de choses. Donc il y a une réflexion, effectivement, des dirigeants européens et du Parlement européen, je pense, hein, sur l'influence, sur l'influence, je dirais, parfois même malveillante de la Chine. Alors je dirais que tous les pays cherchent à implanter leur
structures stratégiques un peu partout dans le monde, c'est de bonne guerre. Mais la façon dont la Chine le fait, c'est quand même problématique. Alors moi, je vais vous dire, il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup par rapport à la France, c'est le risque de la Nouvelle-Calédonie. Hein, donc, il va certainement y avoir un troisième référendum, hein, je pense que vous le savez. D'ailleurs, je me demande pourquoi on fait autant de référendums. Je pense qu'on va en faire jusqu'à ce que la Nouvelle-Calédonie accède à son indépendance. Bref, moi je vais archi contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et bon, et le risque, c'est que si par malheur la Nouvelle-Calédonie accédait à son indépendance, elle deviendrait automatiquement chinoise. La Chine lorgne sur la Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps et va sauter sur l'occasion si par malheur la France est obligée de se désengager, je dirais, de ce département donc éloigné. Eh bien, la Chine est déjà implantée donc en Nouvelle-Calédonie et va rafler toutes les terres de Nouvelle-Calédonie, les mines de nickel, etc. Donc, sans parler de la position extrêmement stratégique de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ça explique un petit peu l'attitude de l'Australie par rapport à la France. Hein, donc, on parle beaucoup des sous-marins, mais bon, parce que l'Australie sait bien que si la France lâche la Nouvelle-Calédonie, eh bien, elle se retrouvera seule face à la Chine, donc dans sa zone. Et donc, qu'elle a besoin de la protection importante des Américains, parce que ce n'est pas l'Europe ni la France qui viendra l'aider s'il y a des soucis. Tout ça, c'est lié, à mon avis. Mais qu'est-ce que la France peut faire contre ça? Eh ben, ouvrir les yeux. Déjà, ce serait pas mal. Oui, non, mais je veux dire, avoir aussi ce qu'on appelle la real politique, c'est-à-dire ne pas être dupe. Bon, parler avec la Chine, évidemment, avoir des contacts économiques avec la Chine, c'est une évidence, avoir des accords commerciaux, bien sûr, mais de continuer à être quand même open mind, hein, et à ne pas être dupe de ce que cherche la Chine. Je pense que et de pas rester seul non plus. Il faut que ce soit une problématique européenne. Il faut que ce soit l'ensemble de la communauté européenne qui ait cette même attitude vis-à-vis de la Chine. Vous aviez abordé la question de la Suède, mais c'est l'ensemble des pays européens, puisqu'on est lié aussi en Europe par un certain nombre d'accords et d'entreprises multinationales. Et si la Chine en investit une, forcément, il y aura des retombées sur les filiales dans d'autres pays d'Europe. Donc on est tous liés par rapport à cette offensive de la Chine. D'après votre observation, il y a déjà une alliance en Europe? Une alliance, non, mais une problématique, oui. Oui, tout à fait. Et il y a eu, je crois, il y a quelques jours, une discussion au Parlement européen sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une réflexion, et je pense que le rapport de l'INSERM va servir de point d'appui, justement, pour mener cette réflexion, sans aucun doute. Mais justement, la conclusion du rapport, c'est un moment machiavélien et des succès tactiques, mais un échec stratégique. Quel est votre commentaire? L'échec stratégique, je ne suis pas convaincue, mais bon, je l'espère. Alors, échec stratégique dans le sens de ce que je viens de vous dire, à savoir que la Chine s'est montrée tellement offensive, notamment depuis donc l'arrivée du nouveau secrétaire du Parti communiste, que c'est un peu trop, hein, et que ça implique une réaction, notamment de la part des États-Unis, mais ça, les États-Unis, ça fait déjà un petit moment que la réaction, c'est déjà du temps de Donald Trump. Les États-Unis avaient commencé à réagir par rapport aux menaces de la Chine, mais là, plus encore maintenant, et que l'Europe va mener donc effectivement cette réflexion. Donc, la Chine est en train de ne pas réussir, je dirais, son offensive stratégique. Mais elle est quand même déjà bien avancée. Hein, donc, il est temps que nous réagissions, effectivement. Par rapport à la gestion de la Covid, le modèle chinois
est devenu un bon exemple. Et Ah oui? oui, dans beaucoup de pays, ils ont suivi le modèle chinois. Ils font des louanges sur le résultat de la Chine. Quel est votre commentaire? Qui a dit ça? Parce Qui que fait des louanges? Moi, j'ai beaucoup entendu, même en France, même les Français qui disent la Chine a bien réussi la gestion de la Covid. J'ai vraiment beaucoup entendu. Eh bien oui, mais justement, ça fait partie de la propagande. Je veux dire, non mais franchement, la façon dont la Chine a géré la crise sur le sol chinois, je veux dire, personne ne saura jamais la vérité. Bon, d'ailleurs, est-ce que le Covid a jamais existé? D'accord? Bon, donc je veux dire, moi, j'ai entendu ce que vous dites là, mais j'ai dit à chaque fois aux interlocuteurs, mais est-ce que vous pouvez à un seul instant faire crédit à la parole de la Chine? Je veux dire, donc, ils prétendent qu'il y a, à un moment donné, il n'y avait plus qu'une centaine de cas à Wuhan. Non mais attendez, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. On sait très bien que tout ce que disent les Chinois, c'est faux. Donc, porter crédit à la façon dont la Chine a maîtrisé cette crise, c'est archi faux. Personne ne saura jamais la vérité. Hein, donc, des bruits ont couru à un moment donné qu'il y aurait eu je ne sais combien de dizaines de milliers de numéros de téléphone qui avaient disparu. Et d'un seul coup, on n'a plus cette information. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Oui. hein, en laissant entendre qu'il y avait une catastrophe humanitaire en Chine et qu'il y aurait eu beaucoup de morts, des dizaines et des dizaines de milliers de morts, parce que d'un seul coup, on a vu que beaucoup de numéros de téléphone avaient disparu. Ça a été tout de suite supprimé, ces informations ont été supprimées. Bon, à partir du moment où le gouvernement chinois maîtrise complètement tous les réseaux sociaux, maîtrise complètement toute son information, et où personne, aucun journaliste indépendant n'est en capacité de connaître quelque vérité que ce soit, toutes les informations qui viennent de Chine sont fausses. Alors, la gestion de la crise par rapport à la Chine, pour moi, c'est un non-événement. Mais ce qu'il faut reprocher à la Chine, je dirais, c'est les mensonges. C'est l'incapacité de dire la vérité. Alors que si la Chine avait dit la vérité tout de suite, et si elle avait pris les bonnes mesures tout de suite pour juguler l'épidémie sur son propre sol, au lieu d'accuser les Américains ensuite de l'avoir diffusée ou je ne sais pas quelle aberration, je veux dire, les choses auraient peut-être été différentes. Mais la Chine a très très mal géré au départ le départ de cette crise. D'accord. Et puis le fait aussi, j'ajouterais, qu'elle refuse de dire la vérité, c'est assez ennuyeux parce que à partir du moment où on ne connaît pas les causes exactes de ce virus, ni les risques qu'il a de muter, puisqu'on voit bien que maintenant il mute sans arrêt. Bon. Donc on est incapable de pouvoir mettre en place les barrières, et notamment les vaccins, par rapport à ça. Alors que si la Chine se montrait comme un pays, je dirais, normal et ouvert, eh bien, ça rendrait un grand service à l'humanité. On pourrait vraiment juguler un petit peu toutes les recherches dans ce domaine, dans le domaine des vaccins, dans le domaine de la prévention, dans le domaine et de manière à éviter que peut-être une autre épidémie semblable puisse se développer aussi, mais venant peut-être d'un autre pays. Je veux dire, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Bon là, apparemment, c'est un accident dans un laboratoire. Qu'ils le disent. L'origine de ce virus, qu'ils le disent. Parce qu'il y a d'autres laboratoires dans le monde qui peuvent travailler aussi sur d'autres problématiques. Je pense par exemple à ce qui est en train de se passer en Russie avec la fonte du permafrost, où on sait que certainement des virus qu'on ne connaît pas, que l'être humain aujourd'hui ne connaît pas, risquent d'apparaître. Donc, qui viendraient du temps presque de la préhistoire ou autre. Eh bien justement, prenons exemple sur tous les échecs de la gestion du Covid, de manière à peut-être prévoir et faire de la prévention sur d'autres risques majeurs pour l'humanité. Mais si un pays aussi important que la Chine ne joue pas le jeu, c'est un risque pour toute l'humanité.
Avant de conclure notre interview, quel est votre message pour le gouvernement sur la stratégie Chine? Je pense que le gouvernement français aujourd'hui a bien conscience du risque et de tout ce dont on vient de parler. Bon, en plus, ce rapport, à mon avis, il a été en partie également, je veux dire, beaucoup de structures du gouvernement français, des structures de recherche, d'enseignement supérieur, etc., ont participé à l'élaboration de ce rapport. Donc, je pense que le gouvernement français est bien au fait de ce qui se passe par rapport à la Chine, bien au fait des dangers dont on vient de parler. Et donc, je pense que je n'ai pas de préconisation particulière à faire, sauf lisez ce rapport et tenez-en compte. Merci beaucoup, Françoise Ostalier. Merci à vous.